Pour conclure, au niveau de vos invités, nous avons accueilli le professeur Robert Cohen, pédiatre à la fois hospitalier et en même temps libéral, et président de plusieurs sociétés médicales. Et c'est lui qui va conclure le sujet. Écoutons-le. Bonjour, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir au téléphone le professeur Robert Cohen, car en ce moment il doit être un peu débordé. Il est vice-président de la Société française de pédiatrie et président de la Société d'infectiologie pédiatrique. Il est praticien hospitalier et aussi installé comme médecin libéral. Et c'est pour ça que nous l'interrogeons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous savez donc que dès le 1er janvier 2018, 11 vaccins vont être obligatoires chez l'enfant de moins de 18 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la première chose et la plus importante, c'est que dans ces 11 vaccins, il n'y en a aucun de nouveau. C'était déjà les vaccins qui étaient recommandés pour tous les enfants et qui étaient appliqués dans plus de 90% des cas pour au moins 9 de ces vaccins. D'accord? Donc, il n'y a pas de nouveaux vaccins. De temps en temps, je vois des parents arriver, on me dit, est-ce que je dois vacciner mes enfants contre de nouveaux vaccins? Non. On est passé d'un statut d'obligation, de recommandation, à un statut d'obligation. Donc, pas de nouveaux vaccins, c'est pas une hérésie. Les raisons pour lesquelles on est passé de la recommandation à l'obligation est liée essentiellement à l'activité des antivaccinaux en France, qui ont fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz, ce qui aboutit à une certaine défiance vis-à-vis de la vaccination, ce qui aboutit aussi au fait qu'on avait une certaine érosion des couvertures vaccinales. Si je prends cette érosion des couvertures vaccinales, il faut savoir que les vaccins ne sont pas qu'un acte individuel. En vous vaccinant, vous vous protégez, mais vous protégez aussi les autres. Et pour chaque vaccin, si des taux de couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion d'enfants ou d'adultes vaccinés n'atteint pas un certain seuil, les vaccins perdent de leur efficacité, ne protègent plus les autres et ne protègent plus complètement les vaccinés. Donc, cette dimension collective à la vaccination justifie complètement l'importance du maintien de couverture vaccinale élevée. Et si on est passé du statut de recommandation au statut d'obligation, c'est pour maintenir et augmenter les taux de couverture vaccinaux afin que nos enfants et aussi le reste de la population soient bien protégés. Alors, on entend ici et là que même les vaccins obligatoires n'atteignent pas un taux de 80% qui serait le taux de couverture minimale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, alors ça dépend des vaccins. Par exemple, si on prend les vaccins des diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, excusez-moi, polio, coqueluche, si on prend les méningites à hémophilus et à pneumocoque, nous étions à des taux de couverture satisfaisants largement au-delà de 90%. D'accord? Pour cela, il n'y avait pas de problème réel de santé publique, simplement on constatait une petite baisse. On n'était plus à 94, on descendait à 93, 92. Donc il y avait une petite érosion. Mais pour certains vaccins, clairement, on était en dessous des seuils qui permettaient que les maladies ne circulent plus suffisamment. Les deux vaccins pour lesquels nous n'étions vraiment pas bons, c'est rougeole, oreillon, rubéole, parce que là, il faut vraiment atteindre 95% de couverture vaccinale pour permettre que les épidémies ne circulent plus, et le vaccin contre la méningite C, pour lequel on avait encore des cas, alors que dans des tas de pays, cette maladie était devenue virtuelle. D'accord? Donc pour deux vaccins, nous étions largement insuffisants. Pour les autres, on était encore bon, mais on voyait une certaine érosion.
Alors, vous attendez bien sûr que je vous pose la question, qu'en est-il de l'aluminium? Parce que maintenant, l'aluminium est ce grand bouc émissaire à qui on fait porter tout le poids des dangers vaccinaux supposés. Voilà, vous avez parfaitement défini la situation. L'aluminium est présent dans les vaccins depuis 1920. Donc bientôt, nous serons à 100 ans d'utilisation de l'aluminium dans les vaccins. D'accord? Et donc nous avons tous été vaccinés par des vaccins contenant de l'aluminium, et vous savez parfaitement que l'aluminium est présent partout autour de nous, et on ne peut pas incriminer l'aluminium des vaccins à tout bout de champ. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, toutes les instances internationales et nationales officielles, qu'il s'agisse de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il s'agisse de l'Agence européenne du médicament, qu'il s'agisse de la Food and Drug Administration, qu'il s'agisse des comités locaux et régionaux de vaccination, qu'il s'agisse des académies, toutes ne reconnaissent absolument pas la toxicité de l'aluminium telle qu'elle est rapportée dans ce qu'on appelle la myofascite à macrophage. Aucune n'a reconnu l'entité. Il est clair que pour l'aluminium, des biopsies ont montré que chez certaines personnes, au niveau du site de l'injection, peuvent persister des globules blancs contenant de l'aluminium. Mais ce qui n'est pas reconnu par toutes les autorités que je viens de vous lister, c'est que cette lésion histologique s'accompagne de la moindre manifestation clinique qui soit rapportée à l'aluminium. Donc, c'est un faux problème, qui est un problème franco-français, ce qui ne veut pas dire que l'aluminium ne puisse pas avoir tel ou tel effet indésirable, mais largement inférieur aux bénéfices que l'on en attend des vaccins. Aujourd'hui, si on prend le calendrier vaccinal français, 8 vaccins sur 10 contiennent de l'aluminium. C'est exactement la même chose en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et dans tous les pays du monde. Les vaccins, qu'il s'agisse des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, etc., ça contient de l'aluminium. Si on regarde le vaccin contre les méningites, il contient de l'aluminium. Et ça, c'est dans tous les pays. Or, la polémique autour de l'aluminium est grosso modo quasi uniquement une polémique franco-française. Donc, il n'y a pas de relation entre la vaccination avec des vaccins contenant de l'aluminium et les symptômes cliniques qui ont été évoqués par tel ou tel. Alors, il y a quand même un problème qui se pose parce que les vétérinaires nous disent, nous, pour les vaccins animaux, nous n'avons plus d'aluminium dans les vaccins. Est-ce que ça n'a pas été aussi Alors, moi vous savez, je ne connais pas les vaccins animaux. Ça fait 35 ans que je travaille sur les infections pédiatriques, où j'en ai fait ma spécialité, d'accord. Et ce que je peux vous dire, c'est que chez l'homme, d'accord, il n'y a aucun vaccin, sauf le rougeole, oreillon, rubéole, dans le calendrier vaccinal, qui ne contiennent pas d'aluminium, et ce depuis des années et des années, sans qu'on ait le moindre souci de tolérance significative. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne puisse pas y avoir tel ou tel effet indésirable. Par exemple, si aujourd'hui, on disait, voilà, l'aluminium a peut-être des effets indésirables plus importants que ce qu'on pensait. On peut toujours s'imaginer ça. D'accord? Il faudrait refaire absolument tous les vaccins. Refaire tous les vaccins ne se limitera pas au fait de dire on va remplacer l'aluminium par un autre adjuvant. Ça veut dire qu'il faut refaire le développement de tous les vaccins. D'accord? Refaire le développement de tous les vaccins, au bas mot, ça prendrait 10 ans. Avec des dizaines de milliers d'enfants qui seraient inclus dans des études. Parce que mettre sur le marché un vaccin suppose des études extrêmement larges pour s'assurer à la fois de l'efficacité de ces vaccins, pour s'assurer de leur immunogénicité, ça veut dire de leur capacité à permettre la fabrication d'anticorps, et surtout de la tolérance. Donc, des vaccins sans aluminium, même si les vétérinaires, je ne connais rien de la vaccination chez l'animal, c'est déjà suffisamment compliqué chez l'homme,
vaccination aux aluminium dans un délai de 10 ans à peu près. Si on décidait. Et comme il n'est pas question qu'on le décide, puisque aujourd'hui aucune autorité de santé n'a reconnu les ennuis imputés en France à l'aluminium, donc voilà, et alors, il n'y a pas eu d'identification de risque. Supposez que ça veut dire que s'il n'y a pas eu d'identification de risque, ça veut dire que ce risque est extraordinairement faible. Ça ne veut pas dire que forcément il n'existe pas, mais si on n'a pas été capable de le mettre en évidence aujourd'hui, ça veut dire que ce risque est très faible. Il n'y a pas de signal. et alors par ailleurs, on a entendu le professeur Montagnier dire qu'il faisait une relation ou qu'on ne pouvait pas éliminer une relation entre la mort subite du nourrisson et la vaccination. Qu'est-ce que vous lui Mais répondez? ça, vous voyez, donc on retombe au même type. Il n'est pas de mon propos ici de dire que le professeur Montagnier raconte n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Ça fait à peu près 30 ans que les problèmes entre mort subite et vaccination ont été réglés, et vous avez des rapports de l'OMS qui ont bien statué sur le problème. Vous avez des dizaines d'études qui montrent qu'il n'y a aucune relation entre mort subite et vaccination, et ce n'est pas du tout un problème nouveau. Aujourd'hui, la mort subite du nourrisson, d'accord, qui était un problème de santé publique absolument majeur avant les années 90, a réduit de fréquence de façon extraordinaire, pas à cause de la vaccination, parce que on s'est mis à appliquer toute une série de techniques qui est de coucher les enfants sur le dos, d'avoir de ne pas coucher dans le lit de ses parents, de coucher dans la chambre de ses parents, d'avoir une température de pièce qui soit adéquate et d'avoir un lit vide sans drap et sans couverture. Grâce à ça, la mort subite du nourrisson a réduit de fréquence de façon considérable dans le pays. Donc, au moment où il parle de ça, c'est au moment où, justement, ce n'est pas un problème réglé, mais on a réussi à réduire par toutes les techniques que je viens de vous dire ce problème-là. Donc, pour nous, c'est un problème scientifiquement réglé. Les vaccins n'augmentent pas le risque de mort subite des nourrissons. Point. D'accord. Vous Alors, avez sur le site de l'OMS, vous avez un rapport sur ça, vous avez sur le site du CDC, vous avez un rapport sur ça qui reprend toutes les études et dont la conclusion est sans appel. D'accord. d'accord. Alors donc, Alors là encore, je voudrais revenir, vous m'avez parlé des vaccins chez l'animal. Je l'ai dit, je n'ai aucune compétence. D'accord. Je prétends que le professeur Montagnier n'a aucune compétence sur le vaccin de l'enfant. Il n'a jamais fait la moindre étude sur ça. Il a eu un prix Nobel sur le VIH, même pas sur le vaccin VIH. Il a eu un prix Nobel sur le VIH. D'accord. Donc, nous demander de parler sur des sujets qu'on ne connaît pas, il n'y a rien de plus dangereux. Si je vous donnais un avis sur la vaccination des animaux, je serais complètement incompétent, ça serait complètement superficiel. La médecine est quelque chose aujourd'hui de compliqué. Le nombre d'études publiées à la seconde sur tel ou tel sujet est tellement important que si on ne se consacre pas à certains sujets, on n'a aucune incompétence. Vous m'avez parlé du professeur Montagnier, je vais vous parler du professeur Joyeux. D'accord. Qui est le professeur Joyeux? Cancérologue, chirurgien digestif spécialisé dans le cancer. Quelle compétence il a en maladies infectieuses pédiatriques? Regardez sur PubMed le nombre de publications qu'a fait ce monsieur d'une façon générale, très 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 peu, et sur la vaccination, aucune. Donc, demandez à des avis aux gens qui n'ont aucune compétence sur un sujet et pose vraiment un problème. Moi, je ne me permettrai pas de parler ni sur les cancers du côlon du sujet haché, ni sur le VIH, ni sur la vaccination chez l'animal. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous parler, c'est les sujets que je connais, c'est-à-dire les infections en pédiatrie et leur prévention par la vaccination. et C'est le seul sujet où j'ai une compétence. et c'est pour ça que nous vous avons interrogé aujourd'hui. Et donc, Voilà. le conseil que vous donnez à vos patients et aux parents surtout, c'est vous pouvez faire vacciner vos enfants, il n'y a pas de souci. Mais sans aucun souci. Nous avons la chance d'avoir une médecine
l'absence de cette obligation, les enfants ne pourront pas rentrer à l'école, en crèche, dans les collectivités, etc. Maintenant, à chacun de prendre ses décisions. Nous, on est prêts à expliquer aux parents qui ont des hésitations pourquoi c'est important. Je vais répondre aux questions qui se posent et nous le faisons très 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 régulièrement en consultation. Et dernière question, il n'y a pas de contre-indication ou quasiment pas de contre-indication vaccinale. Ah non, les contre-indications, là encore, j'ai lu une réponse du professeur Joyeux qui était absolument ésotérique. Les contre-indications à la vaccination des nourrissons sont parfaitement définies dans les AMM, d'accord, dans les autorisations de mise sur le marché. Et c'est pas l'allergie en général, c'est pas vrai, d'accord, c'est vraiment une allergie spécifique au vaccin et qui peut être obtenue que lorsqu'on a déjà reçu un vaccin, parce que sinon on ne peut pas le savoir. Donc ça, les contre-indications à la vaccination sont exceptionnelles. Et les médecins qui joueraient ce jeu-là de faire de fausses contre-indications seraient très 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 rapidement repérés parce qu'elles sont tellement exceptionnelles de la vaccination. Moi, dans ma pratique médicale de 35 ans de vaccination, d'accord, je ne me souviens pas d'enfants que j'ai suivis qui répondaient à une contre-indication de la vaccination. C'est vous dire que elles sont inférieures à 1 sur 10 000, voire à 1 sur 100 000. Ok, ben écoutez, merci Monsieur le professeur Cohen. Je pense que nos auditeurs maintenant vont être bien informés et par quelqu'un qui connaît bien le sujet puisqu'il le pratique au quotidien. Merci beaucoup Monsieur le professeur Cohen et De à rien. bientôt. Au revoir.